Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, on voudrait souhaiter Ramadan Mubarak à toutes les personnes qui nous suivent et qui ont suivi le podcast All You Can Say depuis ses débuts. Ramadan Mubarak al Jami et cet épisode, Inch'Allah, غادي يكون le dernier épisode de la saison 1 ديال البودكاست ديالنا. Inch'Allah غادي نرجعوا من بعد, mais on va prendre une petite pause في شهر رمضان Inch'Allah باش نستعدوا مع الشهر ونرجعوا بنفس جديد في حلقات أخرى إن شاء الله. Justement, on va prendre une petite pause et on va se préparer avec de nouveaux invités. Donc, on va essayer également de tourner un maximum d'épisodes pour vous. J'espère qu'ils vous plairont tout autant que les autres épisodes qui vous ont plu auparavant. N'hésitez pas à continuer à nous supporter, continuer de regarder nos épisodes, à les partager autour de vous si cela intéresse votre entourage. Et sur ce, pour nous, on vous souhaite un très très bon Ramadan. Tchalo Faraskum. Et تقبل الله صيامكم وإن شاء الله نشوفكم بعد رمضان. Inch'Allah. Bye. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode de All You Can Say. Alors aujourd'hui, je vais vous tracer un petit peu le chemin. On a avec nous un invité qui a ruiné tout le monde et qui, grâce à lui, on connaît... on a développé une relation avec les livreurs Amazon. Je vous présente aujourd'hui Omar d'un accro du rabais. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un très grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir partagé pour le coup. On a l'impression de te connaître tellement on voit tes deals tous les matins, tous les jours. J'en partage souvent, c'est vrai. J'en partage souvent. Mais là, je suis vraiment impatiente de découvrir la personne qui est derrière l'accro du rabais. Avec grand plaisir. Donc voilà, hein, Yassine. Bien évidemment. Omar, je connais tes stories sur Instagram parce que je vois les regarder chaque matin. On essaie de ne pas les rater. C'est ça. Mais si tu peux te présenter. Bien sûr, donc moi c'est Omar, plus connu sous un accro du rabais. Et donc en fait, je suis arrivé au Canada il y a quelques années. En fait, je retraçais peut-être un peu l'histoire. Ouais, vas-y, oui, c'est ça. On veut tout savoir. C'est au global. On veut tout savoir. Donc, de base, moi, je suis marocain. Donc, à Mourlévi, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Et après le bac, comme beaucoup de Marocains, je suis parti à l'étranger. Donc, j'ai vécu une première expatriation. Et donc, je suis arrivé en France à mes 18 ans, où je suis resté environ une douzaine d'années. Donc, j'ai fait mes études, j'ai travaillé. Et tu as puis fait quelles études? Donc, j'ai fait une école d'ingénieur et après, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Et après, j'ai travaillé dans des cabinets d'audit et de conseil, comme beaucoup de personnes. Pas d'alignement, genre, avec ce que je faisais, j'étais pas forcément épanoui. Je faisais très bien mon boulot, mais j'en avais un peu marre. Je me disais, en fait, je me vois pas faire ça des années et des années. Et l'idée du Canada est arrivée avec ma femme. On s'est dit, pourquoi pas y aller ensemble. Donc, le projet s'est concrétisé. On est arrivé ici, il y a environ 2 ans et demi. D'accord. Et quelques mois après mon arrivée, je vais lancer le projet Un accro du rabais. Donc, donc ça s'est passé très rapidement. Exactement. Si tu veux toute l'histoire, grosso modo, on peut rentrer en détail, c'est ça. Oui, mais on a le temps. Nous, on veut tout savoir sur toi. Exactement. Alors, si tu veux, comme je t'ai dit, moi, j'ai fait un peu le parcours classique. Tu fais une école, on te dit c'est bien après de faire une autre école parce que sur le CV, c'est bien. Tu fais une autre école. Après, tu fais des grands cabinets de conseil parce que c'est bien sur le CV, etc. Tu verras après, ça t'ouvrira tes portes, tu le fais. Et moi, au bout de 2 ans, 3 ans de travail, je me suis rendu compte qu'au fond de moi, il y avait un problème, en fait. Je faisais bien mon travail, mais il y avait un problème. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est sujet de développement personnel, apprendre à se connaître, d'où on vient, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment on voit les choses pour la suite, où est-ce qu'on voudrait travailler. Donc, j'avais fait un gros travail. C'est arrivé pile poil pendant le premier Covid, le premier confinement où tu es chez toi et tu commences à... Tu te dis, qu'est-ce qui se passe, etc. Et après, ça avait continué un peu dans ma tête. Et à un moment, en fait, j'ai dit, écoute, ça fait 6 ans que je travaille. Il est temps que je fasse autre chose. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en arrivant ici, je m'étais inscrit à une formation en fait de réorientation professionnelle. Donc, en gros, ici au Canada? C'était en France, mais à distance. D'accord. Il y a une histoire de financement. Et c'est grâce à cette formation où j'ai mis en lieu un peu plus le projet. Je l'ai mis en fait sur les rails en me disant, OK, en fait, il y avait plusieurs projets, mais celui-là m'intéresse. C'est parti, on se lance. Donc c'est une formation de coaching?
En fait, c'est de la réorientation professionnelle où en gros, c'est les phases, enfin, c'est comme du coaching, mais c'est les phases basiques du coaching, dans le sens où, première étape, on apprend à savoir qui tu es, donc ton histoire, etc. Dis-nous, c'est quoi comme formation? Non, on veut savoir. Ça a fermé. Ça a fermé. En plus, ça a fermé, mais c'est un truc très collaboratif. C'est des sessions en fait en équipe où c'est hyper intéressant parce que tu échanges avec des personnes qui n'ont rien à voir avec ton parcours, donc tu apprends des parcours des autres. Et en fait, moi, depuis que je suis jeune, on m'appelait toujours Omar Bonplan. Omar Bonplan, je pense que vous connaissez au Maroc, donc je partais là-bas, j'achetais des produits, j'achetais des produits, je les revendais. Et du coup, il y avait toujours, je me disais, mais why not essayer de trouver un projet en fait qui est en lien avec les deals, les bons plans. D'accord. Et c'est arrivé. Donc l'idée du projet, avant de venir au Canada. C'était plus une vocation que j'ai réussi à transformer en tant que projet qui va aider les gens. C'est ça en fait. Moi, au début, j'avais même pas le côté comment essayer de monétiser les choses, de faire en sorte que ce soit un business. C'était vraiment, en fait, il y a plein de deals intéressants. Il y a des gens qui achètent des produits super chers, mais pourquoi pas les aider et voir ce que ça va donner en fait. C'est un peu ça l'idée, quoi. D'accord. Et puis, donc là, en fait, c'est parti d'une formation. Hein. C'est comme ça que tu as eu le déclic. Toi, tu voulais à la base juste, tu étais en train de te chercher, tu voulais te réorienter professionnellement. Exactement. Parce que tu sentais que tu n'étais pas dans le bon. Exactement. Et c'est de là, au fait, que Exactement. ça En fait, si tu veux aussi encore le détail, c'est qu'en gros, donc j'avais quitté mon job, j'ai démissionné en France et je m'étais dit. Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi le déclic comment tu as fait pour prendre. Parce que c'est pas facile de prendre la décision de juste démissionner comme ça sans avoir moi, d'alternative. Le jour où ma femme elle m'a dit écoute, j'aimerais bien tenter une expérience à l'étranger, pourquoi pas le Canada? En plus, j'ai des amis qui sont au Canada. J'ai dit je fonce, pas de souci, aucun problème. Et moi, concrètement, en fait, j'ai déjà dû prendre un premier risque. En gros, donc Canada, j'étais à Paris. C'est là où j'ai travaillé. À Paris, je me sentais plus du tout épanoui parce qu'on a le fameux truc métro, boulot, dodo dans une grande ville, etc. Donc, il a fallu que je démissionne à Paris pour m'installer à Lyon. Donc, c'est le risque que j'avais déjà pris à l'époque. Je n'avais pas de job à la base, donc j'en ai trouvé un. Et en fait, le déclic, je l'ai eu quand je me suis dit, la seule condition pour que je vienne au Canada et que je me retrouve, enfin que je me cherche avant de me trouver, c'est de mettre de l'argent de côté. Comme ça, psychologiquement, je me dis que quoi qu'il arrive, pendant 2 ans, j'ai le minimum syndical qui me permet de vivre et de me libérer l'esprit pour essayer de penser à un projet qui est en accord avec mes convictions, avec ce que j'ai envie de faire, etc. Et donc, quand j'ai eu ce déclic et que je me suis dit, en fait, c'est bon, maintenant, tu as ramassé l'argent, la démission, alors ça, au contraire, c'était une libération. Une libération pour moi, donc c'était cool, pour le coup. Donc voilà. Omar, donc là, je vois que l'idée de venir au Canada, l'idée de s'expatrier, c'était juste pour l'aventure, expérimenter, c'est quoi vivre à l'étranger. Donc ça, j'ai bien compris, mais pourquoi le Canada au juste? Pourquoi le Canada? Alors, pour être transparent, j'étais déjà venu voir un de mes potes qui était à Montréal il y a 4 ans. Et j'avais pas beaucoup aimé. Eux, ils essayaient de me vendre le Canada, mais j'avais pas beaucoup aimé. Mais ils arrêtaient pas de me dire, faut vivre l'expérience canadienne, vivre l'expérience à Montréal pour te rendre compte à quel point c'est bien. Pourquoi Montréal et le Canada? Parce que déjà, de base, donc ma femme, en gros, elle voulait faire 2 ans à l'étranger. Donc c'était à la base, c'était 2 ans. Fine. Elle voulait faire l'Amérique du Nord parce que c'est un milieu qui l'intéressait. Très concrètement, les États-Unis, moi, si je devais l'accompagner, ça aurait été beaucoup plus compliqué que le Canada. C'est-à-dire que le Canada, l'avantage, c'est que quand elle est venue faire une partie de ses études ici, donc quand elle vient en tant qu'étudiante, moi, en tant que mari, je peux venir avec un permis de travail. Et aussi parce que j'étais convaincu que le Canada était un pays où tu peux faire plein de choses, en fait. C'est-à-dire que tu as beaucoup, beaucoup d'opportunités par rapport aux pays européens, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire. Et au final, franchement, ce que je disais tout à l'heure, quand on discutait, ça reste l'une des meilleures décisions de ma vie actuellement d'être venu au Canada. Comment est la vie à Montréal? Je sais qu'il y a des gens qui sont contre Montréal, c'est ça. Mais moi, j'adore. Moi, depuis les premiers mois, j'adore ma vie à Montréal. J'adore mon quotidien canadien. Au global, il y a des pour et des contre au Canada. Mais quand tu vois la balance, elle est clairement positive par rapport à ma vie d'avant. Donc, j'adore ma vie au Canada, clairement. Puis, tu nous as créé une plateforme dont on est tous aujourd'hui accros. Un accro de Jarabé. Et que nous, enfin, moi, je parle pour moi, mais je parle aussi de ma communauté et toute la communauté immigrante, c'est qu'on essaie de checker un petit peu, on guette tes stories pour voir un petit peu c'est quoi le deal, etc. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venue cette idée?
C'est vrai que tu voulais faire un business, mais d'où est venue l'idée des deals ici? Alors, concrètement, la fameuse phase où je me suis dit, je vais me poser, je vais voir ce que je vais faire, tous les projets qui m'intéressent, j'écris ça sur un bout de papier, l'accompagnement avec l'orientation professionnelle, il y avait plusieurs idées et le truc qui revenait à chaque fois, c'était les deals. Un autre truc qui revenait énormément, et je pense que c'est pour ça que vous l'aurez compris que je partage parfois des deals autour de ça, c'est les voyages. Tout ce qui est deal autour de j'adore voyager, j'ai beaucoup voyagé, et voyager en mode je dépense peu, mais j'ai les meilleurs voyages possibles. D'accord. Donc c'est ça qui m'intéressait le plus. Donc à un moment est arrivé, ok, il y a 2 projets possibles, deal autour des voyages, deal autour des rabais normaux, lequel je peux choisir. Deal autour des voyages, je me suis rendu compte que techniquement parlant, ça allait être très compliqué à mettre en place. Et la raison m'a dit, bah, écoute, tu dois plutôt aller vers un projet autour des deals qui parlent à tout le monde, des deals des produits de consommation, etc. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur ce Parce ce que projet-là. pour les voyages, si je comprends bien, ça aurait été, il fallait que tu sois comme un agent de voyage ou... Moi, le projet de base, c'est vraiment une plateforme qui te permet d'avoir accès à tous les deals qui sont intéressants au Canada. C'est-à-dire vraiment que quand tu as besoin de trouver un deal intéressant, tu rentres et je te montre des projets intéressants. Si tu veux le faire dans les voyages, c'est un milieu où les prix changent énormément chaque seconde et techniquement, les interfaces à mettre en place, c'est juste très compliqué, surtout quand tu commences, tu vois. Donc, j'avais vraiment fait une maquette, hein, j'avais fait plein de choses, etc. Et après, je me suis dit, franchement, ça va être compliqué. Ouais. Du coup, après, je me suis lancé sur le projet Un accro du rabais. Et en fait, je l'ai vraiment pensé comme un projet dès le départ. C'est-à-dire que j'ai fait une maquette. Après, je suis parti rencontrer 30 consommateurs québécois, marocains en France, enfin, au Canada, etc. Bien avant, non, même bien avant. En fait, vraiment, juste pour valider le projet, j'avais fait une sorte de maquette qui dit demain, si le site existe, ça va ressembler à peu près à ça. Donc, j'avais fait environ 30 ou 35 interviews, différents types de profils, hein, migrants, nouveaux arrivants, canadiens, québécois, etc. Et ça a été extrêmement formateur. Pourquoi? Parce que le premier message que tout le monde m'a remonté, c'est Omar, on va acheter de chez toi. Mais avant d'acheter de chez toi, on a besoin de savoir qui tu es. On a besoin de te faire confiance. Et une personne que j'avais rencontrée, elle m'a dit, franchement, tu devrais d'abord te lancer dans les réseaux sociaux, te bâtir une communauté avant de vraiment lancer la plateforme pour que les gens puissent te faire confiance. Et moi, à l'époque, je n'y connaissais strictement rien à Instagram. Je n'avais même pas. J'étais l'ovni chez les Comme ils disaient, t'as Instagram? Non, désolé, j'ai pas. Et du coup, c'est comme ça que le projet est né. À la base, je n'étais même pas censé le lancer sur Instagram. Ah, ok. Voilà. Non, mais franchement, je pense que tu as pris le bon chemin parce qu'Instagram, l'avantage qu'il a, c'est que tu crées la communauté, au fait. Puis, clairement. Si tu as cette approche de proximité avec les gens, donc au lieu de juste aller sur le site. Aujourd'hui, Instagram, c'est devenu le nouveau Google, au fait. On va faire nos recherches sur Instagram, on va aller... c'est comme s'il y a un deal, c'est là-bas qu'on va le chercher. Les tendances, c'est là-bas qu'on les trouve. Donc, clairement. On ne va plus forcément sur Google pour chercher quelque chose. C'est sûr, en plus, clairement, je trouve que c'est un accélérateur pour le business des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sincère dans ce que tu fais, où tu fais des choses de qualité, où tu te remets toujours en question, tu ne tombes pas dans le piège de te dire je vais juste partager des deals pour partager des deals, faire le dropshipping. Franchement, ça demande énormément de travail, mais si tu es sincère dans ce que tu fais et que tu y crois, et que tu as aussi de la chance, comme toute chose, hein, franchement, c'est un accélérateur dans le business. Moi, je trouve que c'est très, très courageux de ta part de commencer. Merci. Parce que tu dis que ça faisait à peine quelques mois que tu étais installé au Canada et tu lances un business. C'est très, très courageux. Je ne sais pas, Yacine, ce que tu en penses, mais je pense que c'est hyper courageux. Oui, hyper courageux, mais bien mesuré parce que je constate qu'Omar a suivi. Il a suivi le process, il a validé l'idée, il est allé chercher des reviews ou bien des feedbacks de personnes. C'est pas juste qu'il s'est lancé comme ça sur Facebook Market. Là, alors, c'est clair, moi je suis quelqu'un de très pragmatique et cartésien dans la manière de réfléchir pour un projet. C'est-à-dire que, ok, je fais un projet avec mon cœur et mes tripes et je réfléchis beaucoup avec le feeling aussi, mais je vais jamais me lancer si jamais j'ai pas validé concrètement l'idée. Excellent. Et pour te dire, moi à la base, j'avais contacté des amis qui travaillent dans tout ce qui est investissement de boîte, comment créer une boîte. Ils ont commencé à me sortir des PowerPoint sur alors c'est comme ça qu'il faut. Ça ne me parlait pas. Moi je dis en fait, l'idée la plus simple, c'est tu fais une maquette de ce que tu veux faire comme projet. Tu pars la présenter à des gens, simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as des feedbacks. Et après, ça te réconforte ou pas dans ce que tu fais. Si ça te réconforte, go. Tu y vas. Et alors, moi, je suis curieuse de savoir comment, tu sais, comme tu viens ici, tu connais à peu près peu de monde.
tu ne t'es pas encore fait ta place, entre guillemets, c'est-à-dire que tu n'as pas encore ton cercle de confort ici au Canada, et hop, tu te lances vers un business. Avant d'aller vers l'idée business, comment étaient tes débuts ici au Canada? L'intégration. C'est ça. Alors, l'avantage, honnêtement, quand tu avais déjà vécu une expatriation, surtout à 18 ans, c'est extrêmement formateur parce que tu quittes vraiment le milieu familial, surtout au Maghreb, on est très proche de la famille, etc. Et du coup, tu as déjà une première expérience sur le fait qu'elle t'autonomise quand tu dois aller dans un autre pays, etc. Après, c'est sûr que quand tu arrives ici, c'est une autre culture. En plus, on est arrivé l'hiver hyper froid, hyper froid. C'était en quelle année? C'était fin 2021, début 2022. D'accord. C'était genre, il faisait moins... À un moment, on était parti la boulangerie, il faisait moins 32. Wow. Le gars, il nous a dit, je vous ai sorti, c'est quoi l'objectif? Il fait moins 32. On dit, nous, on veut tester le froid, à quoi ça ressemble. Tu fais ça une fois dans ta vie, tu le refais plus. C'est ça, tu le refais plus. Après, tu sais, ça sert à rien. Mais l'intégration s'est très bien passée. Pourquoi? Parce qu'on a choisi aussi le Canada parce que j'avais mon meilleur pote est là, en fait. Mon meilleur ami, il est là. Mon ami d'enfance, il est à Montréal. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'eux, ils avaient déjà un cercle en fait, de gens ici qui nous ont beaucoup aidés parce qu'il s'avérait que dans ce cercle, il y avait un comptable, ce qui est très important au Canada. Tu avais une personne qui travaille dans tout ce qui est juridique, avocat. Tu avais mon ami qui travaille dans tout ce qui est immigration, qui est juste hyper important quand tu arrives au Canada. Donc, ce qui fait que notre parcours d'intégration, je pense que contrairement à quelqu'un qui vient et qui connaît personne, et que tu viens pour la première fois en plus à l'étranger, je pense que, alhamdoulilah, j'ai eu de la chance par rapport à d'autres personnes. C'est sûr que c'est un peu difficile, mais honnêtement, moi, je suis parti avec l'idée de je vais tenter une nouvelle aventure et je vais, même les trucs négatifs, je vais les mettre de côté et je vais profiter à fond. Non, franchement, je pense que tu étais très, très chanceux d'être bien entouré au début. C'est une bénédiction. C'est ça. On parle à beaucoup de nouveaux arrivants, puis je pense que c'est un accélérateur d'intégration, le fait d'avoir un petit cercle de base pour commencer. Clairement. Puis, comment tu as trouvé, est-ce que tu as eu un choc culturel? C'est plus sur le système de consommation en fait par rapport à l'Europe. Le premier truc qui te choque ici quand tu arrives, c'est que toi, tu as l'habitude de prendre ton ketchup format miniature, mayonnaise, petite portion. C'est ça, petite portion. Les 2 litres. Je dis, franchement, c'est grand, mais c'est pas cher. Donc, ça peut être un avantage. C'est les habitudes de consommation, surtout que ma femme, elle est très genre healthy, elle est végétarienne. Donc, du coup, on avait nos habitudes, commerce de proximité en France, etc. On arrive ici. Là, on te dit, ça va être compliqué. Après, c'est surtout positivement parce que, honnêtement, énorme gentillesse au quotidien, beaucoup de bienveillance de la part des gens. Ça nous a fait très bizarre de marcher dans la rue et que ça soit calme. Même à Montréal, incroyable, parce qu'à l'époque, c'était vraiment calme pour le coup. Alors que là-bas, en général, en Europe ou la Maghreb, etc., ça bouge. Rawaj Kane, quoi. Mais non, franchement, c'était très positif. Okay. Très positif. Dans le choc, le choc dont tu as parlé là, pour les habitudes de consommation, c'est quelque chose qui nous avait choqué aussi. Hein. Tout est grand. Tout... Puis, le fait de voir, par exemple, une boîte de beurre de 2 kilos, c'est comme... C'est ça. Et la pomme, non, la pomme, ça va, mais le fruit qui coûte rien à voir avec ce que tu vas goûter. Le goût n'a rien à voir avec en France, la Maghreb, voilà, tu te dis... c'est ça, la fraise qui goûte pas la fraise. Ah bon? Ok. Donc ça, c'était le plus choquant. Et aussi, pas choquant, parce que moi, je trouve qu'à partir du moment où tu migres dans un pays, il faut accepter qu'il y a de nouvelles règles, de nouvelles lois, etc. Mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec la santé, tout ce qui est un peu administratif, qui changeait par rapport à l'Europe ou le Maghreb. Et c'est sûr que, par exemple, l'accès aux soins, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, clairement. Surtout quand tu viens d'un pays, on en parlait tout à l'heure, où l'accès aux soins, même s'il est très critiqué actuellement, il est juste incroyable. Tu as besoin de la France. La France, voilà, tout le monde est soigné. Enfin, certes, il y a une déperdition. Tout le monde a accès aux soins facilement. Tout le monde a accès aux soins, etc. Mais ici, c'était aussi une crainte pour nous à l'époque. Système santé. C'est ça. Ouais. Bah, je vais lier un petit peu le point que Leila a cité tout à l'heure. Donc, les habitudes de consommation ici au Canada. Mais parce que toi, tu as lancé un business qui est orienté vers les produits de consommation. Mais en arrivant là, est-ce que tu avais une idée sur les habitudes de consommation à la canadienne? Parce que je sais que c'est différent que de la France ou bien du Maroc aussi. Ah non, j'en avais strictement aucune idée. Et même moi, en fait,
je suis pas tombé entre guillemets dans le piège d'aller vers tout ce qui est produits de consommation du type quand tu fais tes courses, les fruits et légumes, etc. Parce que je m'y connais pas. Là, c'est clairement une habitude de consommation en plus qui n'a rien à voir avec d'autres pays. Après, la consommation de tout ce qui est électronique, électroménager reste la même chose qu'en Europe, sauf que honnêtement ici, je pense que les gens consomment plus qu'en Europe. Voilà. C'est ça la différence. Il y a une frénésie de consommation. Frénésie énormément de consommation qui s'est beaucoup calmée ces derniers mois avec la récession. Mais sinon, pas de changement, pas de choc en termes de consommation en ligne en tout cas. Alors, maintenant que tu as décidé de créer l'accro du rabais, oui. Tu as décidé de te lancer, ou plutôt de cibler, on va dire, les nouveaux arrivants ou une communauté qui cherche des produits pour la première fois. Donc, par exemple, parce que c'est vrai que les Canadiens, ils ont déjà leur aspirateur, ils ont déjà leur couch, ils ont déjà leur... Mais détrompe-toi, ils ont un aspirateur, au bout de 6 mois, ils vont te le racheter parce que si jamais il est en panne, c'est ça qui m'a... Je t'interromps 2 secondes, mais juste s'il est en panne, ils vont pas chercher parfois à le réparer, ils vont t'acheter un autre, tu vois. Donc ça, par contre, c'est là où il y a la différence de consommation. Ouais. Désolé, attends. Non, mais tu m'apprends des choses, au fait, parce que moi, je pensais que... un peu comme la mentalité que j'ai et que j'ai hérité de ma culture, c'est que tu achètes quelque chose qui va durer quand même de longues années chez toi à la maison. Alors qu'ici, c'est pas le cas. Je pense qu'ici, certaines personnes vont moins chercher à essayer de réparer le produit en question avant d'en acheter un autre. C'est ça. Parfois, ça coûte plus cher de réparer que d'acheter un... C'est ça. Alors que, tu sais, tu peux aller faire parfois, même tu vas trouver un gars qui peut te le réparer. En Europe, maintenant, tu as même des budgets qui te sont alloués, l'abruti, et juste refaire ton pantalon, tu as un problème, tu as un budget pour éviter d'en acheter un autre. Idem pour les produits de consommation. Qu'est-ce que tu veux dire par un budget ? En fait, l'État te dit, grosso modo, je parle en tout cas de la France, moi je l'ai vécu là quand je suis rentré quelques mois, tu vois, genre j'avais mon téléphone, il fallait que je change la batterie. En gros, maintenant, l'État donne un budget automatiquement à la personne qui va te changer la batterie pour qu'au lieu de payer, par exemple, la batterie $70, tu vas la payer $40. Parce que l'État paye $30 pour éviter justement que tu pars acheter un autre téléphone. Allô Canada, s'il vous plaît, prenez. Et c'est là où c'est vrai qu'en termes d'habitude au quotidien, c'est là où tu vois un fossé entre l'Europe et le Canada. Ouais. Tu vois. Ici, on est dans la surconsommation. On est dans la surconsommation et tout ce qui est écologique, c'est beaucoup moins important que dans d'autres pays. Je ne dis pas qu'en Europe, c'est les meilleurs, loin de là, mais c'est beaucoup moins important. Mais le recyclage, je l'ai très bien fait. Le compostage est très bien fait. C'est vrai. Le reste, c'est vrai. Bon, pour le coup. Ah ouais, non, j'ai bien l'idée, au fait. C'est ça. Ça nous aurait évité beaucoup de frais. C'est ça, clairement. Et donc, ok. Moi, je suis curieuse, au fait, de savoir, en tant que nouveaux arrivants, c'est quoi les produits qui les intéressent le plus? Toi, maintenant, tu es vraiment la loupe sur les habitudes de consommation des nouveaux arrivants. Je pense que pour nouvel arrivant ou pas, alors pour te raconter rapidement l'histoire, en fait, nouveaux arrivants, moi à la base, c'était pas du tout. En fait, je me suis lancé sans me dire que j'avais une niche. Alors qu'au contraire, c'était une erreur. Il fallait que je me dise c'était quoi la niche. Oui. Et il s'est avéré qu'au final, les personnes comme toi, merci beaucoup, qui avaient partagé ma page, de fil en aiguille, c'était d'anciens nouveaux arrivants. Donc, je me suis construit un peu cette communauté. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment une communauté de nouveaux arrivants. Et ça me va parce qu'en fait, c'est une communauté qui me parle, à qui je parle, parce qu'on est issus un peu du même milieu. Et par rapport aux habitudes de consommation, donc, tu as plusieurs cas possibles. Déjà, tu as les gens qui arrivent. Les gens qui arrivent, c'est simple, c'est straight to the point. J'ai besoin d'un lit, j'ai besoin d'un réfrigérateur, j'ai besoin d'un matelas, j'ai besoin d'une télévision, j'ai besoin d'un aspirateur, basta. Vêtements d'hiver dès le mois de mai, où je dis calmos, vous allez voir, faites-moi confiance, des deals, vous allez en avoir très. Le premier truc qu'on me dit, c'est vêtements d'hiver. Vêtements d'hiver. Donc ça, c'est vraiment pour les premiers équipements, déjà la maison, déjà les habitudes, enfin les vêtements pour l'hiver. Après, dans le quotidien, honnêtement, ça reste beaucoup tout ce qui est vêtements, tout ce qui est habits, etc., tout ce qui est électronique, tout ce qui est électroménager, tout ce qui est décoration. Franchement, tout type de produit. Ok, donc vraiment tout type les gens de se produit. font plaisir. En fait, il n'y a pas de secret. À partir du moment où tu partages un deal hyper intéressant, je ne dis pas que je partage que des deals intéressants, mais en tout cas, si tu en partages un qui est hyper intéressant sur un produit qui va intéresser la personne parce qu'elle en a besoin, ils vont le prendre. Et encore une fois, s'il est de bonne qualité, il y a de bons reviews, il y a de bonnes notes, etc., ils vont le prendre. Les gens vont le prendre. C'est ça. Tu as évoqué le point de vêtements d'hiver. Est-ce qu'il y a une astuce ou quelque chose que tu pourrais partager avec les gens? Parce que c'est vrai que c'est la question qui se répète le plus. Leïla, donne-nous des deals. Où est-ce qu'on peut acheter nos vêtements d'hiver? Quand est-ce qu'on peut acheter nos vêtements d'hiver? Ça, c'est la question aussi qui se pose le plus. C'est à quel
partie de l'année, tu sais, comme quelle saison on peut commencer à acheter des vêtements d'hiver. Alors toi, l'accro, l'expert. Expert des jeans. C'est ça. À ton avis, c'est quand le meilleur moment d'acheter des vêtements d'hiver? Je vais avoir deux réponses. En fait, maintenant que j'ai 2 ans d'expérience entre guillemets dans tout ce qui est deal, malheureusement, parfois, c'est très aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a une année où on vont te mettre des deals hyper intéressants, au mois de novembre, au mois de décembre, etc. Par contre, ce que je peux dire, ma conviction, c'est que t'es pas obligé de les acheter avant. Parce que honnêtement, cette année, moi, une marque que j'adore, que je recommande à tout le monde, c'est pas de la publicité. Non, de là. non. Mais je l'ai acheté et je l'apporte. Ma femme en a acheté 2. Ça s'appelle Noise. C'est une marque en plus qui intéresse les nouveaux arrivants, c'est de savoir qu'en gros, il y a bien marqué que ça couvre moins 30 degrés, parce que le Columbia, ils te l'écrivent pas, etc. Et Huma, tu vois, genre typiquement, il y a des deals incroyables que j'ai jamais vus, que j'ai partagé, je pense, en janvier, si je me trompe pas, où tu avais le manteau d'hiver à $60. What? À $60, hein. Et c'est un vrai, le manteau d'hiver est extrêmement quali, c'est-à-dire que c'est ça, moi j'ai $60. Et du coup, ça, je pense pas que Noise l'aurait fait en mai, en juin ou en juillet, etc. Donc moi, ce que je peux dire, c'est juste, si tu as une obligation d'acheter un manteau d'hiver, parce qu'il faut l'acheter avant le début de la saison, tu as des deals intéressants en ligne. Après, en magasin, tu as des magasins qui vendent ça pas beaucoup moins cher. Winners, ça reste hyper intéressant. Marshalls, ça reste hyper intéressant. Mais c'est sûr que des marques comme Noise font souvent des deals qui sont super intéressants et qui sont très quali. Franchement, moi, ça fait mon 3e hiver avec. Nickel. Nice. Non, franchement, tu nous fais découvrir certaines marques qui méritent, au fait, comme Noise, par exemple. C'est vrai que c'est pas une marque qui est très connue, mais qui est quand même d'une bonne... Elle est connue par les Canadiens, par contre, parce que les Canadiens sont très vegan. Il y en a beaucoup qui sont à fond sur... Enfin, ma femme est végétarienne aussi, donc elle est à fond sur ça, donc ça lui fait plaisir. Et c'est elle qui m'a fait, je pense, découvrir la marque, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle est connue par les Canadiens, mais c'est vrai que par les nouveaux arrivants, ou même les Français ou les Européens qui vont arriver, elle n'est pas très connue. Ce qui est très connu ici, c'est plutôt North Face, Columbia. Après, tu as Canada Goose qui coûte super cher, mais je trouve ça cher pour ce que c'est. T'as pas genre, t'as des trucs comme ça, mais c'est vrai que des petites marques comme Noise ou la Point Zero, c'est moins connu. Point Zero aussi, c'est une marque qui est... C'est une très bonne marque pour le coup. C'est un très bon marque. Et toi, Amar, tu partages les deals sur ton compte Instagram et sur ta plateforme aussi, qui est un site internet aussi. C'est ça. Alors, le projet de base, je vais raconter comme une histoire. Ok. Le projet, c'était quoi? À la base, c'est ça. En fait, c'était quoi le projet? Je construis la communauté Instagram pour qu'elle me fasse confiance, pour qu'elle voit que je fais un travail sincère autour des deals et pour montrer qu'il y a des deals intéressants autour au Canada. En parallèle, et c'est là où je t'avais sollicité, c'est je construis la plateforme pour que je puisse la lancer un jour. L'idée étant que quand je lance la plateforme, salut Instagram, il y a une nouvelle plateforme, maintenant c'est fini Instagram, basculer sur la plateforme. Ça a été l'une de mes plus grosses erreurs, clairement. C'est-à-dire que je pensais typiquement que les gens allaient facilement basculer d'un accro-jarabé Instagram vers la plateforme. Non, première erreur. Et en fait, donc, je me suis beaucoup battu sur ce projet de la plateforme au début parce que je cumulais plein de trucs en même temps, Instagram, la plateforme, etc. Et à un moment, je me suis dit, stop. En fait, cette plateforme, seule, tu n'y arriveras pas. Donc, à un moment, j'avais une personne qui m'a beaucoup aidé, Jalil. S'il voit la vidéo, merci beaucoup. Mais seul, tu n'y arriveras pas. Et en fait, il faut absolument que tu te fasses accompagner financièrement pour pour vraiment te donner les moyens de tes ambitions. Mes ambitions sont là. Je suis convaincu par la plateforme. Je suis convaincu par ce projet, ne serait-ce que pour donner accès à des gens, à des deals qui sont intéressants pour leur éviter qu'ils payent ça super cher. Mais si je veux vraiment que mon projet arrive tel que je l'ai conçu et tel que je l'ai conçu avec les personnes qui m'ont accompagné pendant les interviews, il faut des moyens, il faut recruter. Il n'y a pas photo. Donc là, j'ai Instagram. Ça me prend beaucoup de temps, mais à côté de ça, je travaille beaucoup sur un dossier autour de la plateforme. Je me fais accompagner pour justement me dire, OK, next step, il me faut ça. Et si j'ai ça, je pourrais enfin en fait, arriver à mes ambitions de ce projet. Mais la plateforme existe toujours. Le site existe, mais c'est juste que je partage beaucoup moins de deals dessus. Quoi. D'accord. Excellent. Donc là, je pense que c'est normal dans un business, tu es dans la phase de croissance. Oui. Et en arrivant à cette phase, tu aurais besoin d'aide, bien sûr de financement et de peut-être recruter une personne ou bien une équipe qui va t'aider. C'est normal, ça fait partie du process aussi. C'est ça. C'est juste que moi, en fait, si tu veux, ce que je cherchais en faisant ce projet, c'est une liberté. En fait, moi, j'en avais marre, entre guillemets, de devoir rendre des comptes à mes anciens. Enfin, mes managers étaient vraiment cool, mais juste le fait de devoir rendre des comptes à des gens m'énerve. Et en fait, pourquoi au début, je ne suis pas allé sur ce côté, allez, je vais monter un dossier d'investissement, aller pitcher le truc, parce que je ne voulais pas devoir rendre des comptes à des gens et qu'un regard extérieur se porte sur mon projet en me disant, mais en fait, non, il faut viser beaucoup plus le marché canadien, parce que le marché canadien, il est beaucoup plus large. Il faut viser plus ce type de produit, parce que ce type de produit rapporte plus d'argent. Non, je fais tel que je veux au début, tel que je le sens.
quand je sentirai que je suis assez mature sur le projet pour dire aux personnes non et j'ai des arguments pour vous dire non, à ce moment-là, je m'ouvrirai à potentiellement de l'investissement. Et je reste encore sur mes gardes par rapport à l'investissement parce que je veux garder vraiment cette liberté que j'ai aujourd'hui de monter le projet tel que je veux, en fait. C'est important pour moi. Est-ce que tu peux nous... parce que je sais que le monde ou le business dans lequel toi tu travailles n'est pas un business qui est très, très courant. Non. Est-ce que tu peux nous éduquer un petit peu, comme disent les Canadiens? Allez, non, mais concrètement... Sur ce domaine, comment ça fonctionne? Comment fonctionne... Crash course number 1. C'est ça. C'est hyper facile. Non. C'est ce qu'on appelle le business de l'affiliation. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire, s'il vous plaît, passez par mes liens, etc. Oui. Mais moi, je m'en veux par rapport à ça. Mais en fait, le business de l'affiliation, il est entre guillemets simple. C'est-à-dire que vous avez 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que tu vas toquer à la porte d'Amazon. Tu vas dire, salut, je veux devenir affilié à Amazon. Ok, Amazon te dit fine, tu deviens affilié. Et après, elle t'autorise automatiquement à aller mettre des liens d'affiliation sur tout leur catalogue de produits. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est en fait, quand tu veux travailler avec, je ne sais pas moi, des marques comme Best Buy, etc., tu ne vas pas directement aller toquer chez Best Buy. Tu vas toquer avec des plateformes d'affiliation qui, elles, ont négocié avec les marques. Du coup, tu dis, OK, tu signes avec la plateforme d'affiliation. Et après, elle dit que la plateforme, elle te dit, bah, maintenant, tu peux aller mettre n'importe quel lien sur tous nos partenaires. Tous les sites Michael Kors, Coach, etc., des trucs comme ça, voilà. Donc, c'est les 2 cas de figure. D'accord. Et donc là, parce que les consommateurs, des fois, ils ne comprennent pas c'est quoi la répercussion en backstage. Donc là, quand on clique sur ton lien, toi, tu reçois une commission. C'est ça. Sans pour autant que nous, ça change rien dans notre vie, au fait. Il y a 3 points hyper importants. Déjà, je reste très intègre dans ce que je fais, dans le sens où c'est moi qui vais choisir. On ne me paye pas pour aller dire salut l'accro, mets en avant ce produit. C'est moi qui choisis les deals qui m'intéressent. Deuxième point, ça n'a aucun impact sur le prix que tu payes. Le prix que tu vois sur Amazon est c'est le même lien, en fait. C'est juste qu'il y a un lien de tracking qui est rajouté. Troisième point, je voulais dire quoi par rapport à ça? Oui, et troisième point, moi, en fait, je suis très transparent par rapport à ça, surtout sur Amazon. En bas de mes stories, il y a bien écrit, je suis susceptible, et c'est là où je vais expliquer la nuance, de percevoir une commission. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que c'est un peu frustrant au début. Moi, ça m'a frustré au début du business. Ça ne veut pas dire parce que toi, tu as acheté le produit via mon lien que moi, je vais percevoir la commission. Imaginons que tu as un ad blocker, c'est-à-dire un outil qui permet de couper bloquer la publicité, les cookies. La vente est perdue. Imaginons ce qui est très courant, et je ne cherche plus à demander aux gens de ne pas le faire, franchement, pas possible. Imaginons que tu vois ma story, tu vas ouvrir la fiche produit Amazon, tu vas cliquer sur le petit truc partager à un ami, automatiquement, ça casse le lien d'affiliation. Donc, c'est pas un business simple, honnêtement. C'est-à-dire que dans toutes les ventes que tu vas faire, tu vas en perdre énormément parce qu'il y a plein de trucs qui vont rentrer en jeu. D'accord. Puis là, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois par rapport à la création de contenu dans l'épisode avec Emin et Youssef. Et on a dit, des fois, tu consommes gratuitement et ça ne nécessite qu'un petit clic, juste un petit geste qui pour toi ne coûtera rien, mais qui fera une très grande différence pour celui qui fait l'effort. Donc, pour la création de contenu, c'est par exemple, tu as regardé une vidéo, un like, ou abonne-toi à la page. Ça fait une grosse différence de l'autre côté par rapport pour le créateur de contenu. Même chose pour ton business. Donc, par exemple, tu veux acheter un produit, tout simplement, tu passes par le lien. Ça ne change rien, au fait, dans ta vie à toi, mais ça fait une grande différence. Pour la personne. Pour le gars qui fait le business. C'est ça, donc, notamment toi. Pour être transparent, moi, les premiers mois, en fait, j'acceptais pas le fait de me faire de l'argent via. Je sais pas pourquoi. Indirectement, j'avais honte de dire aux gens, même quand tu vois, genre, il y a un message qui va être reconnu, je pense que j'envoie à tout le monde, c'est si jamais tu achètes, et j'écrivais pour te dire à quel point je n'acceptais pas ça, je sais pas pourquoi, ne te sens pas obligé d'acheter, parce que je veux pas, en fait, moi, je veux pas pousser, entre guillemets, les gens à acheter juste pour acheter tout le temps. C'est sûr qu'il y a un peu de. Enfin, je poste beaucoup de deals, mais je m'en voulais de gagner de l'argent à travers ça. J'ai mis beaucoup de temps, en fait, au début, à accepter le fait de dire, mais en fait, il gagne. Mais c'est-à-dire, s'il achète via ton lien, c'est que tu lui dois vraiment de la transparence. Il faut que ton produit soit nickel. Il faut qu'il y ait de bons reviews. Il faut que, si jamais tu as un retour négatif, bah, faut te dire non, il ne faut plus partager ce produit. Donc, au début, cette relation que j'avais avec l'affiliation était un peu compliquée parce que je ne sais pas pourquoi, indirectement, j'acceptais pas, en fait, de gagner de l'argent via ces liens d'affiliation. Et en fait, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est juste de partager des deals. Encore une fois, moi, ce qui me démarque, parce que des pages Facebook qui font de l'affiliation, il y en a beaucoup. Moi, mon temps, mon énergie, je la consacre en fait à filtrer les deals de sorte à ce que ce soit un vrai deal sur une marque
connu, où vraiment où les gens ont un minimum confiance et qui a de bons retours clients. Voilà. Donc, c'est ça, Non, les franchement, faire. je pense, en tout cas, je ne pense pas que tu devrais t'en c'est un business vouloir. comme C'est un les business autres. comme un autre, puis c'est ton salaire. Et puis, non, c'est tout à ton honneur. Et puis, moi, en tout cas, les retours que je reçois, c'est que les gens, ils t'adorent. Ils adorent Merci. la page. Ils te disent merci de nous aider à nous ruiner. C'est ça. C'est un message que je reçois souvent aussi. Non, mais en vrai, tu nous facilites un petit peu le travail. Tu sais. Mais c'est exactement ce que j'ai. En fait, moi, je me vois Tu comme me un raccourcis le facilitateur. chemin. C'est ça, un facilitateur dans ton magasinage, c'est-à-dire Mais dans oui. la manière Et de tu d'acheter. mérites une C'est ça. contrepartie en retour. C'est tout à fait légitime et normal. C'est que tu as fait tout ce travail. D'ailleurs, tu as choisi d'en faire ta carrière. C'est normal. Exactement. On ne fait pas de la charité ici. Donc, c'est normal que tu reçoives Mais une tu vois, contrepartie. c'est là où la mentalité européenne, marocaine, bref, hors Ouais. nord-américaine arrive. C'est-à-dire Ouais, qu'ici, c'est ce quand que tu j'allais dire. arrives, la grosse différence, en France ou là, le Maghreb, tu vas jamais dire je gagne de l'argent et je suis content de gagner de l'argent. Ah, je suis hyper content, j'ai fait un très bon mois, etc. Tu vas avoir honte parce que c'est culturel. Les gens, ils vont te dire non, mais attends, Ouais, tu c'est gagnes de culturel. l'argent avec. Ouais. Alors qu'ici, au contraire, c'est très bien vu de gagner de l'argent. C'est une fierté de dire j'ai fait un business qui a marché, je l'ai revendu. Bref, c'est vraiment culturel de te dire que j'ai réussi et que je gagne de l'argent via ce que je fais. Tout à tu fait. vois. Et je pense qu'au début, peut-être que c'était ça. C'était le côté où j'étais salarié, j'avais pas un business, c'était mal vu de me dire ne serait-ce que son salaire à l'époque. Et j'arrive à un pays où c'est beaucoup plus ouvert. Donc au début, je l'acceptais peut-être pas par rapport à ça. Ouais. C'est vrai que le switch du mindset, il n'est pas évident là, de passer d'un salarié à un entrepreneur et d'accepter au fait de gagner d'argent. C'est vrai, maintenant que tu le dis, je pense que ça, je te comprends. Amar, là, tu es venu au Canada et tu as directement commencé par l'entrepreneuriat. Tu as tenté l'entrepreneuriat, tu as réussi dans ton exploit aussi. J'aimerais bien savoir, mais tout le monde peut-être voudrait savoir ça, c'est quoi les avantages que ce pays, le Canada, offre aux personnes qui veulent commencer leur business? C'est quoi les avantages, moi je dirais, ou bien les catalyseurs, les éléments qui peuvent t'aider pour lancer un business au Canada? Parce que je sais que tu viens de le dire, c'est déjà le mindset, il est différent. On encourage les business, on encourage pas mal de choses. Peut-être il y a une partie des taxes aussi qui est encourageante ou il y a décourageante dans ce côté-là. Mais pour toi, c'est quoi les avantages? Et bien sûr, c'est quoi les blocages ou bien les inconvénients de lancer un business ici au Canada et de commencer dans cette aventure de l'entrepreneuriat au pays? Yes. Bah, déjà, c'est une terre d'opportunités, dans le sens où, en fait, tu as beaucoup moins de concurrence que d'autres pays. C'est-à-dire que si je devais lancer mon business en France ou la Maghreb, enfin, Maghreb, c'est un peu différent, mais en tout cas en Europe, tu as beaucoup plus de concurrence. Ici, il y a tout à faire. Il y a encore plein. C'est tellement un pays qui est en train de se construire, il y a tout à faire. Ici, je trouve qu'on encourage beaucoup plus l'entrepreneuriat au quotidien, c'est-à-dire dans le mindset. Tu le sens, en fait, les gens, ils peuvent créer tu peux créer un projet, si tu te rates, c'est pas grave. Tu vas travailler après dans un supermarché pendant 2 mois, c'est pas grave. Et moi, je l'avais mis dans ma tête. Si j'avais que je bascule du conseil à un supermarché pendant un moment, c'est pas grave. Et c'est accepté. Les freins, financièrement, honnêtement, c'est pas forcément le pays le plus avantageux en termes de taxes. Le Québec, encore moins. C'est vrai. Voilà. Et mon premier truc, c'est terre d'opportunité dans ma tête. C'est-à-dire que pas forcément qu'il y a de freins. Administrativement, c'est pas forcément compliqué. Et au pire des cas, c'est compliqué. C'est là où ça change aussi par rapport à l'Europe. Service, tu payes le service et la personne va te le faire, mais il faut le payer. Mais en tout cas, c'est pas forcément compliqué. Mais je trouve que c'est juste qu'il y a moins de concurrence que d'autres pays. Est-ce que tu as exploré des programmes d'aide à l'investissement ou bien des programmes d'aide aux entrepreneurs comme au Québec? C'est ce que je fais actuellement, ouais. C'est ce que je fais. C'est comme des incubateurs ou... En fait, tu as plusieurs possibilités. En fait, dans un projet, vraiment, quand tu crées, entre guillemets, une startup, tu as plusieurs possibilités. Soit tu arrives au début, et en fait, tu as juste une idée, tu dois faire de l'idéation, tu dois monter ton projet. Après, donc ça, c'est vraiment tout début, donc tu peux te faire incuber. Mais quand tu as déjà lancé le business, tu as déjà du chiffre, tu as déjà validé un concept, c'est plutôt un accélérateur. C'est ça. C'est-à-dire que tu dis, moi, je suis là aujourd'hui, c'est exactement mon cas. Mon business, entre guillemets, a été validé par Instagram. La plateforme, j'y crois, mais j'ai besoin en fait de passer à l'étape suivante qui est en fait la plateforme. Fine, comment on peut faire? Tu vois. Parce qu'en fait, quand tu es solo entrepreneur, ce qui est mon cas, l'inconvénient, c'est que tout est dans ta tête. Donc, tu n'as pas de personnes autour de toi qui vont te dire non, mais ça peut-être c'est pas une bonne idée. Ou ça, au contraire, tu doutes, mais non, c'est une excellente idée, tu vois.
Et c'est pour ça que les incubateurs, c'est intéressant. Les accélérateurs, c'est intéressant. Les subventions, ah oui, ce qui existe beaucoup aussi au Canada, c'est les subventions. Honnêtement, il y en a énormément au Canada, au Québec, auxquelles tu peux postuler. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as même tes subventions pour les nouveaux arrivants. Par exemple, si tu as un entrepreneur nouvel arrivant ou la migrant, tu peux avoir une subvention par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant aussi pour le coup, quoi. C'est ça. Moi, je suis curieuse de savoir quand puisque tu t'es lancé dans ça full-time, Yes. et qu'on voit, allez, je sais pas, mais enfin, j'ai jamais compté, mais une vingtaine, trentaine de stories par jour. 60 minimum. Par jour. Oh mon Dieu. En gros, la moyenne, je l'avais Ok. calculé, c'était Je comprends 60 maintenant pourquoi par tu me jour. disais. Ouais, c'est ça. En fait, déjà, pour ne pas Wow. dire que c'est un truc facile, en fait, c'est un métier, l'entrepreneuriat, et encore plus sur ce projet, où tu travailles matin, midi et soir, tous les jours de l'année, de là à mettre à risque, entre guillemets, ta vie pro et perso. Tu es vraiment sur un fil très tendu qui te dit, Omar, attention, ta santé, ta famille, Ouais. là, c'est risqué. Mais si tu veux que ça marche, même laisse de côté l'affiliation, un business, par contre, si tu veux que ça marche, déjà, tu dois être convaincu, et de deux, tu dois te mettre à fond sur ce projet. Et moi, c'est une phrase, désolé, je rentre aux toilettes, je réfléchis à ce projet, je me réveille, je réfléchis. Ok. En fait, c'est comme si tu avais en vrai, c'est vrai, c'est comme si tu avais un bébé, Mais un enfant, Ça et veut que tu dois dire. t'en occuper tout le temps. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est que tu as du mal à décrocher. Le seul moment où je décroche, et c'est quand je pars en vacances, je coupe tout, je mets des codes sur les applications, c'est ma femme qui a les codes, je les connais même pas pour te dire, j'ai le droit à 1 minute par jour sur Instagram juste pour voir s'il n'y a pas une alerte ou un truc du genre. Et du coup, et donc en fait, tu dois travailler vraiment H24. C'était quoi ta question? J'ai oublié le début de la question. Non, en fait, c'était moi, en fait. C'était le fait. Enfin, justement, je voulais savoir à quel point est-ce que tu travaillais, combien ça demandait. C'est énorme. 60 Franchement, stories, 60 stories par jour, c'est énorme, ça. Et pendant les, tu vois, genre le Black Friday, les Prime Days, etc., ça va être minimum 110 à 120 stories. Hein. Tu fais ça seul? Alors, au début, je faisais ça seul. Et en fait, pour le Black Friday, le dernier Black Friday, pour la plateforme, j'ai quelqu'un qui m'a accompagné pendant quelques mois. Il a fait un travail fou. Et en fait, lui, son job, c'était vraiment je poste un deal, tu le mets sur la plateforme. Ouais, d'accord. C'est ton job. Je peux pas le faire ça en même temps. Surtout si je poste 120, 130 stories, j'ai pas le temps, quoi. Mais franchement, chapeau. Non, mais franchement, c'est pour ça que en fait, ça a l'air d'être simple. Tu sais, comme tu es sur Instagram, on a l'impression que tu chill, que tu es sur Instagram, quoi, tu sais. Alors que c'est ton travail. Franchement, ce qui est perturbant en plus, c'est que tu es dans un business de comment te dire, tu dois réagir à la seconde. Tu as un deal qui est dispo. Si c'est un deal, c'est que c'est un deal. Donc, il est dispo que pendant une demi-heure. Et tu dois réagir à la seconde près, tu vois. Ouais. Et ce qui est compliqué, c'est que parfois, en fait, surtout quand tu es à l'étranger, quand j'étais en France, ça m'énervait parce que parfois, je devais dîner avec des amis, mais leur dire, mais au bout d'une heure, je dois repartir pour travailler. Donc, même pour l'organisation de ta journée, c'est compliqué, quoi. C'est pas simple. Wow. Pas simple pour le coup. Puis, est-ce que... parce que généralement, tu trouves, par exemple, des deals. Moi, je me suis toujours posé cette question. Tu trouves des fois des deals, tu nous postes ça, où tu dis, par exemple, regardez cet aspirateur, par exemple, il y a un code de moins $10 et plus, tu as un moins 50. Mais comment tu fais? Je veux dire, est-ce que tu passes toute la journée à aller sur Amazon pour deal par deal? Enfin, je veux dire, produit par produit, ou est-ce que... Je vais le backstage de la croche. En gros, moi, j'ai mes différentes sources pour trouver des deals, etc. J'essaie d'automatiser ça avec de l'IA, etc. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est impossible. Mais en fait, comment ça se passe? J'ai mes sources où ça peut être des forums de discussion, ça peut être des pages Internet, etc. Ça, c'est le first step. Après, le plus gros travail que je fais moi, parce que sur ces pages, justement, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a plein de produits qui ne sont pas quali, que je ne veux pas partager sur ma page. Et moi, en fait, je pense que je passe beaucoup d'heures sur Amazon pour aller chercher les deals qui sont intéressants. En fait. C'est du travail à la main parce qu'on ne peut pas aller faire ça automatiquement sur Amazon. Amazon vous bloque. Tu vois. Donc oui, c'est un énorme travail de recherche quotidienne pour trouver le bon deal. Parce que des deals, tu vas en trouver, mais c'est juste que tu trouves le bon deal qui correspond à la communauté. Il faut chercher. Et je me suis toujours dit, tu sais, comme tu as aussi la patience que beaucoup de garçons n'ont pas. C'est-à-dire quand je dis patience dans le shopping. Non, tu sais, comme... moi, j'aimerais trop t'avoir comme ami pour me montrer tous les deals. Mais c'est vrai, surtout que tu trouves des deals, par exemple, par rapport au sac, par rapport à des choses qui sont... Ce que je trouve intéressant dans ton profil, c'est que tu te penches sur des centres d'intérêt qui ne sont pas forcément les tiens. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu vas nous poster des choses qui sont juste produits de femmes.
tu vas nous poster des choses qui sont juste produits bébés Oui. alors que tu n'as pas encore d'enfant. Tu sais. Oui. Donc, tu t'intéresses à des domaines qui ne sont pas les tiens et tu as cette patience, au fait. Bah, clairement, parce qu'en fait, moi, si tu veux, et c'est pour ça que parfois, je vous ai retrouvé entre 2 jours 2 fois le même deal. En fait, ce que je veux porter dans ce projet, c'est une diversité des deals que je propose. C'est pas que tu rentres et que tu trouves que des sacs, que des ordinateurs, etc. J'espère qu'à travers mes différentes stories, mes différents deals et sur la plateforme, tu puisses trouver tout ce qu'il te faut dans toutes tes consommations quotidiennes en termes d'achat, tu vois. Donc, après, il y a des pages qui sont spécialisées à 100% sur tout ce qui est vêtements. Et pour être honnête, c'est le truc le plus rentable en termes d'affiliation. Mais moi, je ne peux pas faire que ça. C'est-à-dire que si je dois partager que des deals de Michael Kors, moi, je ne l'accepterai pas. J'en partage beaucoup, donc je trouve qu'ils sont intéressants, mais j'essaie de diversifier en tout cas les produits. Et il y a une question qui m'était revenue quand j'ai posé... Enfin, je viens de poster tout à l'heure une story pour demander qu'est-ce que vous voulez savoir avec Omar. Et au fait, une personne m'a dit, j'aimerais savoir si ce business est rentable. Il est rentable à partir du moment où tu mets toute ton énergie et il n'est pas rentable parce que je vais essayer d'être clair par rapport à la réponse. Si tu vois le total bas de page, je ne suis pas du tout riche ou quoi que ce soit, mais il te permet de vivre. D'accord. Fine. Par contre, l'énergie que tu y mets, si tu es prêt à accepter de travailler du lundi au dimanche, matin, midi et soir, et de mettre, faut le dire, en parenthèse ta vie perso, et que ton entourage l'accepte un minimum avec des limites, il peut être rentable. Mais ce business, si tu le fais de temps en temps, ça peut être un business pour combler un peu les fins de mois. Non, il ne sera pas forcément rentable. En fait, le secret de ce business, c'est vrai, comme tu l'as vu, en fait, vu que tu vas acheter un truc, le lien sera pas forcément, il sera cassé, donc j'aurais perdu ta vente. Moi, je suis obligé de faire beaucoup de stories pour que je puisse en vivre. Parce que si je faisais que 5-10 stories, à part si c'est un produit qui est acheté par 10 000 personnes, là oui, mais tu es obligé de faire plusieurs stories pour pouvoir en vivre. Quoi. Mais c'est pas... Je gagnais mieux ma vie avant quand j'étais consultant. Et j'ai pas forcément fait ça au début pour l'argent. C'est sûr qu'à un moment, à terme, et c'est toujours pas le cas actuellement, il faut que ça devienne un business rentable et que tu vois comment faire les choses, etc. Et c'est là où la plateforme vient. En tout cas, sur Instagram, c'est vraiment sincère ce que je partage. C'est-à-dire que quand c'est un bon deal, je le partage. On le sent. Et j'essaie aussi que ça me permette de gagner ma vie actuellement. Là, au début, j'avais du mal à l'accepter, mais là, j'accepte. Oui, il faut que ça me permette de payer mes factures à la fin du mois. Mais oui, mais oui. Non, tu n'as pas à avoir froid aux yeux par rapport à ça. C'est comme... C'est bien, mais ça se voit que tu es passionné avec ça, sinon tu allais décrocher, bien sûr. Clairement. La charge du travail qui est énorme quand même. C'est ça. En fait, dans l'entrepreneuriat en général, si j'ai un conseil à donner, première étape indispensable, il faut que tu crois en ton projet. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une montagne russe d'émotions. Il y aura des trucs qui vont bien se passer, des trucs qui vont mal se passer. On montre que ce qui se passe bien. Je ne vais pas montrer ce qui se passe mal. Ça ne m'intéresse pas de partager des trucs négatifs sur Instagram. Mais en fait, c'est vraiment une montagne d'émotions. Et quand ça se passe mal, franchement, votre corps, il vous dit arrête. Franchement, pourquoi tu fais ça? Arrête, ça ne sert à rien de le faire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand ça se passe bien, tu ne prends même plus bien les bonnes nouvelles parce que tu te dis, mais en fait, 2 jours après, il peut y avoir une mauvaise nouvelle, il peut y avoir un truc qui se passe mal. Donc, c'est vraiment vicieux comme cercle. Du coup, si tu ne crois pas en ton projet, si tu n'as pas construit ça de sorte à ce que ce soit vraiment un truc sur le long terme, tu peux décrocher du jour au lendemain. Exactement. Là, je pense avec l'accélérateur, je pense qu'ils pourront t'aider à scaler ou scaler. Pour l'instant, je ne me suis pas décidé. Je reste encore... je suis pas sûr de vouloir faire... Je me fais accompagner en tout cas. J'ai quelqu'un qui m'accompagne. Mais est-ce que je ferai partie d'un accélérateur? Est-ce que je ferai appel à des investissements? Est-ce que je ferai appel à des subventions? Je suis encore un peu frileux. J'ai besoin de me convaincre au fond de moi que c'est la bonne décision. Est-ce que tu as une vision avec l'accro du rabais? Franchement, elle est très claire. Elle est écrite sur un bout de papier. J'ai mon Notion qui est un outil. Je vais la réécrire, je vais la redécrire très rapidement. Un accro du rabais, c'est quoi? Ça vous permet de gagner temps et argent dans vos consommations quotidiennes via 2 éléments. Premier élément, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, tu te connectes facilement, tu vois la story, tac, t'achètes rapidement. Deuxième projet qui est le plus intéressant, c'est la plateforme. La plateforme, il y a tellement de deals intéressants au Canada que je veux centraliser ça dans une plateforme qui te permet, toi, de chercher par mots-clés, de chercher par marque, de chercher par catégorie, le deal qui t'intéresse. Autre élément encore plus intéressant, ça c'est vraiment l'étape suivante que tu peux faire dès maintenant, c'est le partage de deals dans le principe communautaire. Je suis parti à Walmart, je suis parti à Best Buy, etc. J'ai trouvé un deal intéressant, je viens sur la plateforme, je le partage et je le mets à disposition de tout le monde. Donc vraiment ma vision, moi, en tout cas mon ambition, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, c'est qu'on devienne vraiment la référence des deals au Canada via ce projet Un accro du rabais. Dès que tu penses à deal, tu te dis, ok, Un accro du rabais, on va rentrer sur sa plateforme, il y a un deal qui est intéressant. Mais pour ça, il faut les moyens, pour le coup. Ah, ok. Exactement. Ce qui est intéressant, et ce que je pense qui est différent de ce qu'on voit,
c'est que tu as, enfin, dans ta vision, tu as un aspect interactif et engagé. Ah, clairement. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que moi, en tant que consommatrice lambda, et que, comme tu dis, je vais aller au Winners, par exemple, et je trouve un deal, j'ai le droit de le partager sur ta plateforme. Mais c'est en génial. fait, au contraire, même pour moi, si je veux avoir un équilibre de vie, je me vois pas faire ça pendant 10 ans, je travaille du lundi au dimanche, c'est pas possible. Hein. En fait, l'idée du business, si tu veux le rendre rentable, il faut aussi qu'il y ait des gens qui participent. C'est-à-dire que, j'en avais parlé pendant la phase plus de ce qu'on appelle la phase de cadrage du projet. En gros, je disais à tout le monde, OK, est-ce que tu te verrais partager des deals sur la plateforme? Tout le monde me disait, oui, mais ça serait quoi mon intérêt? Et c'est là où tu fais rentrer en place ce qu'on appelle la gamification. Par exemple, le fait que les 10 premiers qui vont partager le plus de deals, ils auront un coupon chez Winners, chez Best Buy, etc. Et du coup, ça, c'est important pour moi parce que ça me permet d'avoir des gens, plus de gens qui ramènent des deals que moi, j'aurais pas vu. Ah, c'est génial ça. Tu vois? Quand est-ce que tu comptes le mettre en place? En fait, ça existe déjà. Oui. La plateforme, tu peux le faire déjà sur la plateforme. C'est juste que, à un moment, je me suis dit, la plateforme, techniquement, elle est là. Je l'ai faite à 100%, je la maîtrise à 100%, elle est là. Fine. Mais si tu postes un deal, moi, je ne veux pas donner accès au deal à tout le monde sans l'ayant vérifié, sans que personne ne le vérifie. Il faut un modérateur. Il faut que quelqu'un puisse venir vérifier, il le valide, il le poste. Effectivement. Donc, du coup, il faut des gens. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de scaling. C'est dans ce sens. Parce que tu ne peux pas faire tout. Non, c'est impossible. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de personnes qui vont travailler sur certaines. Surtout si tu veux faire un business qui est orienté community. Donc, tu as besoin de gérer une communauté qui va être des early adopters, des personnes qui vont adopter ton idée parce que ça demande quand même de l'apprentissage pour ces personnes qui vont utiliser la plateforme. Exactement. Donc, ces personnes-là auront besoin d'assistance et bien sûr, il y a une curve de learning ou d'apprentissage pour tes clients. Bien sûr. Oui, c'est très intéressant, comme idée et comme ambition. Non, c'est super. Et dis-moi, le fait que tu sois exposé à tous ces deals au quotidien, est-ce que toi, tu cèdes pas? Franchement, j'ai honte de dire ça, mais je suis tellement fatigué à la fin. Je te jure que le jean, j'achète à $100 que je cherche pas. Je suis tellement mort, à part si je trouve un super deal. Donc, quand je vous dis que j'ai acheté ce deal, sachez que c'est un deal incroyable. Mais je te jure que, j'en parlais avec ma femme dernièrement, c'est que parfois, je suis tellement fatigué en fin de journée que mon cerveau. La clé du rabais ne fait pas trop de rabais. Là où à l'époque, franchement, c'était ça. En fait, moi, mon ADN à l'époque, c'était vraiment d'essayer d'acheter les meilleurs produits au meilleur prix, de voyager avec les meilleurs hôtels au meilleur prix. C'est ça le monde. Mais à la fin de journée, ton cerveau te dit si tu cherches un rabais, c'est que c'est le boulot. Oublie. Faut le payer le jean, tu vas le payer. J'essaie de trouver des bons deals, mais beaucoup moins qu'avant pour moi. D'accord. Donc tu sais pas trop. Quand c'est un deal incroyable comme le KitchenAid, l'hachoir qui est à $16, oui, je vais l'acheter. La Chineco, l'aspirateur, oui, je vais l'acheter. Mais les autres, non, j'ai un filtre. Sinon, ça, c'est mort. Enfin, oui, c'est mort. Non. Mort. Sinon, tu serais ton propre conseil. Ouais, c'est ça. Sinon, je serais pauvre pour le coup. C'est ça. Je me suis toujours posé cette question. Non, c'est sûr. Par contre, quand j'essaie d'en partager autour de moi aussi, quand il y a des deals super intéressants, je les envoie à des amis, à la famille. Il y a aussi quelque chose ici très courant ici au Canada, c'est les glitches. Ça s'appelle glitch, hein, c'est ça? Glitch. Quand il y a des erreurs sur Internet. C'est quand il y a des erreurs. Le prix qui n'a pas changé, il a un petit peu réclamé. J'adore. Tu sais, comme des fois, tu le partages aussi. C'est comme pourrait acheter ce truc qui est à $0. Alors, déjà, il y a plusieurs trucs. C'est une frustration pour moi. Tu as plusieurs pages qui te partagent comme étant ça une erreur de prix. Il y en a où c'est pas des erreurs de prix. C'est vraiment le prix du produit et c'est son prix. OK. Oui, il y a des erreurs de prix. Alors, tu as différentes règles au sein du Canada par province. Au Québec, si je ne me trompe pas, si jamais le marchand a affiché ce prix, même si c'est une erreur, il a pour obligation en fait d'assurer la livraison du produit. Je pense que dans d'autres provinces, ce n'est pas le cas. Et justement, là où je dis attention, c'est que, et je le dis souvent, c'est une erreur de prix. Pas sûr que ça va être livré. Donc, accepte le fait que si jamais tu ne veux pas livrer, that's life. Mais par contre, si tu es livré en Nestlé, t'es con. Et oui, et franchement, même moi, parfois, je les partage pas parce que je sais qu'elles disparaissent en 2 secondes. Et récemment, j'ai partagé un truc où j'ai montré un peu les produits que j'ai reçus. J'ai reçu, je te jure, une sorte d'armoire qui coûte $200 pendant 30 secondes à 1 minute sur Amazon, elle était à $0. Pas de TPS, pas de taxes, pas de frais de livraison, etc. Et ça existe. Mais ça c'est vraiment éphémère. Ça change rapidement. Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert ici au Canada. Mais c'est excitant, même pour toi. C'est-à-dire que je l'ai eu même quand tu payes à moins 95%, que c'est vraiment... C'est excitant. Et le piège, au fait, c'est que des fois, tu achètes des choses où tu payes, par exemple, juste la livraison ou quelque chose comme ça, mais tu sais que tu n'en as pas besoin, mais on s'en fout parce que je ne vais pas le laisser. Comme je peux non, c'est vrai pour le coup. Absolument que je le prenne. C'est vrai. Ça, c'est le piège aussi des bons deals. Hein. C'est que des fois...
c'est ce que je dis. Moi, je dis souvent sur ma page, on me dit par exemple, Léla, tu nous partages des trucs. Je dis, moi, je suis l'influenceuse influencée. J'achète moi-même les produits. J'achète moi-même. Je tombe moi-même dans mes propres pièges. Alors, s'il y a un conseil que tu pourrais donner aux nouveaux arrivants pour une bonne consommation, pour ne pas tomber dans la surconsommation, ce qui est un gros piège. Vous avez une marge de crédit. Respectez votre marge de crédit avec le fameux respect des... Enfin, au début, c'est compliqué parce que c'est vrai que la marge de crédit, je pense qu'elle n'est pas énorme quand tu arrives, c'est ça, etc. Moi, je pense que quand tu arrives, il faut te faire la liste des produits dont tu as vraiment besoin quand tu arrives au Canada. Surtout quand tu arrives... au Maroc, tu as beaucoup moins de sites internet, etc. Donc, tu as beaucoup moins de deals. Donc, dès que tu arrives ici, tu vois des chaussures beaucoup moins chères, tu étais hyper tenté, tu vois. Donc, vraiment, au début, te limiter à ce dont tu as besoin. Et après, au fur et à mesure, c'est vraiment une consommation. Si tu as besoin d'un truc, tu l'achètes. Évidemment, les habits, c'est différent, c'est plus du feeling. Si jamais tu aimes bien, tu vas l'acheter. Mais vraiment, au début, ça demande un investissement qui est quand même fort pour les nouveaux arrivants, pour meubler ton chez-toi. Un manteau d'hiver à partir de $60, ça coûte cher. Des bottes d'hiver, ça coûte cher. Donc, essayez de se concentrer sur l'essentiel du nouvel arrivant. Moi, si tu veux aussi, à un moment, je voulais créer, toujours dans mes objectifs, je tiens beaucoup à cette niche de nouveaux arrivants. C'est elle qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et c'est un marché qui a beaucoup de possibilités intéressantes. Et je voulais aussi faire une sorte comme un pack qui permet aux nouvelles arrivantes de se dire, OK, c'est quoi les produits qu'il te faut? Dans ces produits qu'il te faut, c'est quoi les marques qui sont conseillées? Pas qu'un accro du râpé, en général. Où est-ce que tu peux les acheter? C'est quoi le prix qui est vraiment conseillé? Parce que si jamais c'est $400 les chaussures, les bottes d'hiver, ne les prends pas. Et ça, tu vois, genre typiquement, c'est un de mes projets aussi via la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme, je peux faire une sorte de guide qui te permet directement, OK, tu cherches des bottes, t'es arrivé, donc tu te coches, je suis nouvel arrivant, je cherche des bottes. Automatiquement, je te montre les liens qui sont intéressants des bottes d'hiver. Donc ça va être très, très helpful pour les nouveaux arrivants parce que vraiment, quand tu arrives ici, tu cherches des références, tu n'en connais pas et tu es perdu dans l'embarras du choix. Il y a tellement d'offres que tu ne sais pas, au fait. Est-ce que tu... Et justement, nous, avec notre bonne culture d'Africains, là, on veut la bonne... On veut le bon deal. On veut le bon deal. On ne veut pas acheter full price. C'est ça. On ne veut pas acheter full price, donc on est toujours perdu par rapport à ça. Et même sur des marques... Parce que même moi, quand je suis arrivé, tu vois, le manteau d'hiver, les marques, je ne les connaissais pas au tout début. Donc moi, Noise, pourquoi je la recommande aujourd'hui? Parce que c'est une marque, en fait, qu'on m'avait recommandée et je l'ai testée. Je me suis dit, franchement, à moins 30, à moins 40... Non, franchement, c'est une bonne. Et c'est surtout, même à côté des deals, je pense que les gens, parfois, il y en a beaucoup qui me contactent, mettent de côté la partie deal, c'est en mode, il faut de bonnes bottes d'hiver, il faut un bon manteau d'hiver, il faut un bon lit. Qu'est-ce que tu me conseilles en termes de marque? Et après, je lui dis, pour info, il y a aussi ce deal qui est intéressant sur la marque. Ouais. Donc, j'ai une question pour toi, Amar. Est-ce que tu as une application mobile aussi? Non, alors. C'est un gros piège parce qu'en fait, alors, je suis tout seul. Le site, je l'ai fait tout seul en ce qu'on appelle en no-code. En fait, l'application mobile, c'est un investissement financier qui est énorme. Et j'ai refusé de prendre ce risque tant que je n'ai pas validé le modèle via le site Internet. Et justement, le next step dans ma vision, c'est de créer une application mobile parce que c'est une frustration chez les gens qui ils n'ont que le site web. Mais vu que j'avais eu beaucoup de retours par rapport à ça, en fait, j'avais fait un tutoriel qui te permet de faire comme si un accro jarabé était une application sur ton téléphone. Responsive. En fait, c'est responsive de base, un accro jarabé. Donc, quand je dis responsive, en fait, ça te permet, tu peux le consulter sur un téléphone, sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur. C'est responsive à 100%. Mais en fait, il y a une astuce qui te permet de mettre un site web comme sur une application dans ton téléphone Android ou Apple. C'est-à-dire que tu cliques dessus et tu arrives directement en fait, sur le site internet d'un accro jarabé. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant. Excellent. Ouais. Puis, moi, je sais pas, j'ai peut-être une dernière question. C'est, puisque toi, tu es entrepreneur, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui nous regardent et qui, eux aussi, souhaitent lancer leur propre business? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Franchement, il faut prendre des risques. Croyez en vos projets, lancez-vous. Des risques, il y en aura, des doutes, il y en aura, mais il faut se lancer. Essayez juste, moi, si j'ai un conseil à donner, j'ai donné tout à l'heure, si vous voulez avoir un risque mesuré, essayez juste de vous dire, quoi qu'il arrive, si jamais ça ne marche pas financièrement, j'ai assuré mes arrières. C'est bien beau de dire, lance-toi juste pour te lancer, tu as une idée, lance-toi. Fine, mais en tout cas, moi, dans ma manière de concevoir les choses, il fallait que je sois sécurisé pour 1 an à 2 ans. Donc, si vous êtes dans un travail actuellement et que vous êtes capable de tenir encore quelques mois, de sorte à ramasser de l'argent pour vous assurer une autonomie financière pour quelques mois, pour ce projet, ça n'a pas de prix parce que tu te dis, quoi qu'il arrive, si le projet ne marche pas, je peux vivre encore quelques mois et en plus,
trouver un travail. On est au Canada, il y a une récession Tu as des actuellement, mais compétences, tu vas trouver, tu vas les trouver un vendre. travail. Mais surtout, croire en votre projet. C'est le premier truc qui te servira pendant les périodes les plus difficiles. Si tu y crois pas, au moindre doute, et les personnes vont essayer de te mettre le doute, Mais oui. ils vont essayer, ce qui est normal, normal. elles veulent tomber et te dire non mais attention, etc. Si tu ne crois pas en ton projet, le doute, il va s'installer via les interactions que tu auras avec les gens. Et ça, c'est pas bien. Franchement, tu as très bien fait d'avoir cru en ton projet parce qu'aujourd'hui, c'est une plateforme qui est très florissante, hein, qui grandit chaque jour. Et puis, tu aides énormément de personnes. Moi, je te transmets les remerciements de la communauté qui te disent merci de nous avoir raccourci le chemin, de nous avoir partagé des deals qui nous ont énormément aidés. Moi aussi, hein, tu m'as aidé à trouver plusieurs deals. Donc, je t'en remercie. Et je pense sincèrement que tu mérites au fait toute la contrepartie que tu reçois. Parce que Omar a fait tout ça seul. Moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour toi parce que je croyais que tu avais une équipe derrière au début. Mais là, c'est vraiment en fait, pour être honnête, moi, j'ai lancé en plus le projet au pire moment de ma vie. En fait, en janvier-février 2023, je te promets, sans rentrer dans les détails, j'ai eu les pires problèmes graves familiaux qui puissent exister. Mais c'était au moment où je devais lancer la plateforme. Avec du recul, je n'aurais pas lancé à ce moment-là parce que je n'étais pas prêt. Mais avec du recul, je me dis, mais comment j'ai fait? Parce que j'étais une machine. Franchement, même maintenant, je me dis, si je devais faire ça, je ne le referais pas. Non, toi, là, et tu te dis, en fait, c'est là où je dis, si je n'étais pas convaincu par mon projet et si je me disais pas, franchement, ça va le faire, j'aurais lâché Shahaladi. Vraiment Shahaladi pour le coup. Black Friday ou Prime Day? Prime Days. Cette année, franchement, j'étais transparent, peut-être pas assez. Alors, Prime Days de l'été 2023, ça a été juste incroyable. J'ai jamais vu ces prix. En vrai, plein de gens m'ont envoyé des messages, je me dis, c'est fou. Donc, les Prime Days de l'été 2023, franchement, même moi, il y avait plein de deals, je me disais, si j'avais le temps, je l'aurais acheté ce truc. Donc, il y avait des trucs incroyables. Un truc tout bête, hein, Apple Watch à $380, la dernière qui a peine de sortir, ça n'existe pas. Tu vois. Donc, Prime Days, ça a été fou. Black Friday, ce que je reproche cette année, c'est que ils ont fait ça de manière un peu brouillon. C'est-à-dire, ils ont fait ça sur 2 semaines. Early Black Friday, early Black Friday, early Black Friday. Moi, je dois quand même assurer le business, donc je dois communiquer autour de ça, mais je me disais, non, enfin, je veux dire, un Black Friday, c'est un événement sur 1 jour, 2 jours. Regarde cet événement, tu as après le Cyber Monday, tu as le Cyber Week, etc. Donc, si tu ne veux pas perturber le consommateur et garder ça comme étant une journée, reste sur le Black Friday. Au moins, garde le week-end, mais pas ça, plus. Ou la semaine, mais là, ils ont commencé 3 semaines avant. Et franchement, moi, je l'ai senti, même moi, parfois, je me disais, non, ça, c'est pas un deal. C'est pas un deal. C'est un deal, mais c'est un deal qui est un deal habituel. On pourrait trouver au cours de l'année. C'est vrai, parce qu'on vient, au fait, avec cette mentalité de « Oh, le Black Friday !» parce qu'on a vu ça à la télé, tu sais. Donc, et on est en Amérique du Nord, donc c'est c'est là où le Black Friday happens. Donc, tu te dis, je vais faire des paris fous. Pour l'anecdote, je connais des gens qui sont, tu sais, comme qui se sont levés très, très tôt le matin du vendredi. Ça, j'aurais pu faire à l'époque pour les pauvres. Oui, c'est ça. Ils sont allés au magasin et tout, ou au mall, et puis là, ils se disent, bah, c'est vide. Pourquoi il n'y a personne? Parce que les gens, ils ont déjà fait leur shopping 2-3 jours avant, ou alors ils comptent le faire le week-end, et ils savent que le deal va continuer. Donc, Black Friday, c'est un petit scam pour le moment. Exactement. Et franchement, faites attention justement pour les nouveaux arrivants, parce qu'on est vraiment, il y a un gros effort marketing qui est fait pour nous faire croire à certaines offres, etc. C'est pas forcément les meilleures offres qu'on va avoir au Black Friday. Clairement pas. Ou Prime Day, c'est un peu différent, mais en tout cas, il y a de faux rabais en fait pendant le Black Friday. J'ai même vu une vidéo où tu avais une nana qui est partie dans un supermarché où en fait, elle te montrait, donc offre Black Friday. Elle enlève juste l'étiquette, c'était le même prix, tu vois. Tu te dis, guys, un minimum de transparence par rapport à ça. Un minimum de transparence, mais aussi un peu de... tu sais, comme tu fais ton due diligence, comme tu fais aussi ton travail derrière pour ne pas tomber dans le piège. C'est ça. Moi, mon astuce, ce que je fais pour ne pas trop tomber dans la surconsommation, essayer de m'en frapper, c'est que, au fait, ce que je fais, c'est que c'est tellement tentant, tu sais, comme des fois, surtout pour moi, par exemple, pour le compulsive shopper. Donc, des fois, j'ai envie d'acheter beaucoup de vêtements. Et donc, je vais mettre tout ce que je veux dans le panier et je vais laisser pendant 2 jours. Ah, ça, c'est bien. Je vais laisser dans le panier pendant 2 jours. Ça, c'est bien. Et très sincèrement, quand je reviens le 2e jour et qu'on me dit « Ah, celui-là, il n'est plus disponible », je me dis « Ah, un produit de moins. Enfin, yes !» C'est parce que tu as... je pense que les filles, surtout, vont me comprendre en disant ça, mais je le laisse pendant 2 jours. Et si j'ai toujours envie, après 2 jours, j'ai toujours cette envie de les acheter, à ce moment-là, je me fais plaisir.
Mais sinon, je dis, OK, tu sais quoi, je vais juste passer. Et c'est la sûr. majorité du temps, je passe. Ou ce qui se passe quand tu vois à la fin, tu vois le total bas de page, tu te dis, ok, non, next. Non, Frais de livraison. Non, y a plein de gens qui vont dire, c'est chiant, mais c'est un bon deal, mais je dois payer les frais de livraison. Oui, désolé. Ouais, c'est ça. Exactement. OK, une autre question. Deal de grande consommation ou deal de voyage? Par rapport à quoi? Ce que tu préfères. Que Omar préfère. Dans le fond, j'adore les deals de voyage. Oui, hein. Alors moi, j'adore ça. Je suis frustré parce qu'en Canada, t'en as pas beaucoup. Pour être transparent, t'as quoi? T'as Sunwing, Air Transat, t'as les compagnies Fleur Airlines, etc. T'as le Sud. Quand j'ai passé là quelques mois en Europe, j'étais comme... J'ai fait genre... Laisse tomber. Ça va être la frustration, mais genre, juste pour que vous vous rendez compte, genre un week-end à Venise, qui est censée être la ville romantique, etc. L'avion, hôtel très quali, par personne, tout compris, à part les restaurants et tout, 140 €, ce qui veut dire $180, tu vois, $190. Oh. En plus, billet parfait, vendredi soir, donc tu poses pas ta journée de vendredi, tu arrives dimanche soir. J'ai envie de pleurer. Et tu te dis, why? Parce qu'en fait, c'est juste que, faut pas en vouloir au Canada, c'est juste que en Europe, tu as tellement de concurrence, tu as tellement de gens. Au et Canada, c'est petit aussi, tu sais, comme même la distance aussi, c'est pas. C'est petite. Et là, on a un marché, on a 38 millions, je pense qu'on est 30 millions au Canada, donc tu as moins de demandes, quoi, entre guillemets. Mais clairement, ce que j'adore, c'est les deals de voyage. Ça a été mon truc de base. J'adore aussi les deals qui ne sont pas de voyage, mais le cœur, c'est les deals de voyage. Ça tend vers les. D'ailleurs, pour information, je n'avais pas de rémunération sur les deals de voyage, donc ne vous sentez pas obligé d'aller sur mes liens directement. Mais si je les partage, c'est vraiment je trouve ça intéressant, quoi. Et ça, j'adore. Franchement, merci. Merci beaucoup parce que tu fais ça, parce que tu nous fais découvrir des deals de voyage et on sait que toi, derrière, tu ne reçois rien en retour. Du coup, et en vrai, même honnêtement, pour ceux qui cherchent à se lancer, il y a un énorme besoin, une énorme demande. Le premier truc qui remonte généralement dans la story que je fais aux gens, salut, vous cherchez quoi comme rabais? Dites-le moi en commentaire. Voyage. Les voyages. Il y a un énorme business au Canada à se faire, mais le problème, c'est que les prix sont volatiles. Les prix sont volatiles et il n'y a pas beaucoup d'offres, en fait. En fait, dernièrement, on a découvert un petit peu les États-Unis et sincèrement, je trouve que ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Comme là, dernièrement, on a fait une semaine en Floride, puis ça nous a coûté tout inclus avec billet d'avion, hôtel. On a fait, je pense, 2 villes, Orlando, Miami. Location de voiture, tout. Je pense que ça nous a coûté $1 500 pour les 3. Pour moi, Yacine et bébé. C'est super. Parce qu'en même temps, tu sais, comme on a eu un très bel hôtel, on a eu une hyper belle voiture. Right? Donc, franchement, par rapport au Canada, les États-Unis, ça en vaut largement la peine. Vous l'avantage, franchement, parce que d'Ottawa, t'as Flair aussi. Et les billets sont beaucoup plus intéressants parfois que Montréal. Moi, j'étais parti au Mexique au départ d'Ottawa il y a 1 an et demi, pour te dire. Parfois, tu as des billets qui sont super intéressants. Justement, en parlant de ça, est-ce que tu préfères les voyages sac à dos ou all-inclusive? 100% sac à dos. 100% Alors moi, c'est un peu frustrant parce que je partage du all-inclusive, ce qui parle à tout le monde, mais moi, all-inclusive, non. Non, c'est pas pour toi. Ce que je fais, au pire, ce que je peux faire, c'est genre fin de séjour, faire 3 jours dans un all-inclusif, et encore, au bout de 2 jours, voilà. Mais l'ADN de tous les voyages que j'ai pu faire, c'est au contraire aller découvrir la population. Et malheureusement, en plus, ce que je trouve dommage au Canada, c'est que c'est les voyages vers le sud. Tu prends l'avion qu'avec des Canadiens, tu arrives dans l'hôtel, t'es qu'avec des Canadiens, tu ne parles que québécois ou canadiens, et du coup, tu ne découvres pas vraiment ça. Par contre, je conçois 100% et je comprends qu'il y ait des familles, ça leur va en fait. Parce que oui. Surtout quand tu as des enfants. C'est pour ça que voilà, c'est le plus simple en fait. Mais clairement, sac à dos, voilà. Ouais, j'adore ça. Et c'est ma frustration, c'est que je peux beaucoup moins voyager maintenant au Canada. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même si c'est vrai qu'à Montréal, il y a quand même des fois, on a des billets qui sont. Ça reste correct, mais assez abordable. Oui, ça reste pour correct. Pour l'Europe, mais... par exemple. Pas tant que ça, parce que ce qui est frustrant en plus, c'est que tu as un monopole des compagnies aériennes. Et du coup, quand tu vas checker, c'était encore plus le cas à l'époque, petite astuce d'ailleurs, quand tu prends un billet d'avion au départ de Montréal vers la France, ça va te coûter plus cher que si tu avais pris le même vol aller-retour au départ de Paris. Je m'explique. À l'époque, quand j'ai dû prendre mon billet pour venir au Canada de France, si je devais prendre un billet aller-retour, j'en trouvais parfois à l'équivalent de $300. Ok. Si je devais Paris, Montréal. Paris. D'accord. Ce même billet, si tu devais faire les mêmes dates de Montréal vers Paris, je prends ton billet de Montréal vers Paris, puis Paris vers Montréal, tu avais minimum $600 ou $700. Tu vois. Minimum $600 ou $700.
Donc en fait, quand tu prends les billets parfois d'Europe, c'est même parfois moins cher que ce que tu vas payer ici au Canada, quoi. Donc tu fais quoi? Alors, il y a des astuces, mais qui sont pas forcément. C'est pas que c'est pas légal, c'est que tu peux parfois prendre. En fait, je vous déconseille, je vous expliquer pourquoi. C'est que, imaginons que tu as un billet aller-retour à $300. Fine. Tu as juste. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le trajet, par exemple, Montréal-Paris, mais tu veux pas faire le trajet Paris-Montréal. Tu peux, mais en fait, si jamais tu te présentes pas au vol Paris-Montréal, on peut te refuser en fait tout ton billet après. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait l'aller, par exemple, Ouais. ça peut être interdit, quoi, pour le coup. Moi, ce que je conseille, en vrai, pour les vols, je le redis, les deals sont compliqués en ce moment. Les seules compagnies qui sont intéressantes, c'est des compagnies comme Fare, mais attention, c'est une compagnie low cost. Moi, je l'ai pris, ça peut vous annuler vos vols à la dernière minute. Il faut l'accepter. Ça nous est arrivé aussi. C'est ça. Ouais. Moi, ça m'est arrivé. Je l'ai toujours dit en toute transparence. Mais en fait, quand tu prends une compagnie low cost, que tu payes ton billet parfois $100 aller-retour, il faut accepter que Exactement. c'est la vie. C'est ça. Il y a des risques. Exactement. Et sinon, tu vois, pour le Maroc, par exemple, les prix, ils ont hyper augmenté. Moi, genre, vraiment, je vérifie les prix, mais ils ont hyper augmenté. Donc c'est cher, quoi. C'est hyper cher. Mais c'est juste parce qu'on est au Canada. Non, mais même franchement, par rapport à il y a 2 ans, les prix, c'est devenu le double. Même j'ai trouvé des billets plus intéressants pour l'Algérie, alors qu'à l'époque, c'était impossible. Genre maintenant, les billets pour l'Algérie étaient plus intéressants que pour le Maroc. Ah oui. Même j'étais en plein fin août à début septembre, j'ai trouvé un billet à $790 que j'avais partagé, qui est juste inconcevable pour le Maroc. Ouais. Tu as une question, Yassine? Non, je pense pas. Moi, j'ai une dernière question avec laquelle on va clôturer. Revenu stable ou richesse ponctuelle? Richesse ponctuelle. J'ai vécu le revenu stable pendant 6 ans. C'est pas ton truc. Non. Mais richesse ponctuelle avec, encore une fois, le côté mesuré où tu te dis s'il y a un risque, ok, c'est une richesse qui te permettra, si tu deviens pauvre après, mais de vivre quelque temps avec cette richesse, tu vois. Mais revenu stable, c'est cool, très bien. Mais moi, à un moment, ça me convenait pas. Donc, tu te vois continuer le reste de ta carrière en tant qu'entrepreneur? Je me vois, pour l'instant, j'espère pas revenir sur ce que je vais dire, mais pour l'instant, je ne me vois pas du tout revenir salarié. Vraiment. Que ce soit, je ne cherche pas à faire. Le premier argument, c'est pas du tout pour l'argent, c'est plus pour la liberté que j'ai. Oui, c'est ça. Vraiment. Je te comprends bien. Ça m'a vraiment. Partage la même. C'est ça. Pour l'avoir vécu, ça a beaucoup d'inconvénients. Certes, tout simple, tu n'es pas couvert pour la santé, tu n'as pas de retraite, etc., etc. Mais quand tu te projettes, tu te dis, ok, je me vois dans 30 ans. Pendant 30 ans, est-ce que tu te vois vivre en tant que salarié pour cette boîte? Moi, en tout cas, non. Ça peut convenir à d'autres personnes, je le conçois à 100%, mais moi, non. Mais il y a aussi, et ce que je pense que tu as très très bien expliqué, c'est qu'il y a un downside aussi que tu as choisi, c'est que tu travailles beaucoup d'heures. D'ailleurs, j'ai vu un truc sur Instagram hier que j'ai beaucoup aimé. Il y a une fille qui a dit, si tu veux acheter sans voir le prix, comme ça on checker le prix du produit, tu dois accepter de travailler sans voir l'heure. Oui, oui, clairement. Donc ouais, je pense que ça résume clairement ce que tu nous as présenté aujourd'hui, et tu nous as fait découvrir ton monde, le monde de l'accro du rabais. C'est ça, mon quotidien et le monde un peu d'un accro du rabais. Ouais, en tout cas, merci avec beaucoup grand plaisir pour cet échange qui était juste magnifique. Puis je suis certaine que les personnes qui vont le regarder vont apprendre une partie, j'espère, une nouvelle partie de ta personne et de Omar qui est derrière au fait l'accro du rabais. C'est ça. Qu'on voit tous les jours. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre support. J'aimerais juste prendre l'occasion pour remercier tout le monde pour vos commentaires, votre support. On vous aime. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine fois avec une nouvelle invitée. Au revoir. Salut.